Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que je suis tout seul au micro et j'ai envie de te parler de ma première expérience en immobilier. Parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent et tu t'es peut-être déjà demandé comment j'ai fait pour démarrer en fait, comment mon histoire en immobilier a commencé. Alors généralement on commence jamais par quelque chose de très gros mais tu vas comprendre que moi je fais un peu les choses à l'envers. Dans cette histoire, donc story time, aujourd'hui je te raconte mon histoire et pourquoi j'ai acheté mon premier achat immobilier, c'était un moulin, donc un bâtiment entier du XVIIe siècle. C'est un petit peu l'histoire de comment j'ai fait mes premiers 50 000 euros aussi, parce qu'il faut savoir que moi je suis vraiment un fils de prolo, voire même un petit-fils de prolo, donc j'ai vraiment démarré de tout en bas de l'échelle sociale avec pas un seul euro en poche. Et beaucoup de lacunes en gestion financière, énormément d'erreurs et d'incompréhension de l'économie de manière générale, euh, aussi bien de l'économie personnelle que l'économie en général. Donc je vais raconter tout ça dans cet épisode. Je vais faire en sorte qu'il ne dure pas non plus des plombes. L'histoire, elle est intéressante, mais il y a forcément des conclusions et des leçons à en tirer, donc je vais essayer d'aller rapidement là-dessus. Donc ça a commencé en 2012 en fait cette histoire pour moi. Donc on est en 2022 au moment où j'enregistre cet épisode, donc ça fait 10 ans. Donc c'est aussi un anniversaire, je vais y arriver. Et donc du coup, je trouvais aussi ça intéressant. Ça fait un petit rappel, un petit clin d'œil à ces 10 années de passion. Donc moi, il faut savoir que ça a démarré par des rencontres en fait l'immobilier. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose dans ma vie pour grimper d'un point de vue social, essayer de changer de vie, de m'en sortir, et donc du coup d'essayer de prendre l'ascenseur social d'une manière ou d'une autre, et je savais que ça passait par des rencontres. Donc en 2012, il faut recontextualiser, donc j'ai pas vraiment d'argent, j'ai mis un petit peu d'argent de côté de par mon CDI, parce que j'avais compris après plusieurs lectures que c'était ce qu'il fallait faire, pour avoir un petit capital et s'en servir en qualité de levier. En tout cas, c'est ce que j'avais lu, noir sur blanc. Je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire en détail, mais je l'ai compris plus tard quand j'ai réussi à lever un peu plus de 70 000 euros pour ce premier projet. Donc le point de vue de Robert Kiyosaki, notamment dans ses écrits, le premier livre que j'ai lu sur les finances personnelles et sur l'immobilier, qui expliquait qu'il fallait se servir de son capital comme levier. Donc du coup ça passe par des rencontres. J'ai un taf qui me permet de rencontrer des entrepreneurs. C'est un double taf parce que bref, peu importe. C'est un taf la nuit, donc c'est dans un bar à vin, bar à cocktail, un peu select dans la ville de Limoges. C'est là où j'ai grandi. Et du coup, ce bar, comme on dit souvent, la nuit tous les chats sont gris, et j'ai l'habitude de voir des gens qui pèsent un peu dans le game de l'entrepreneuriat dans la ville, donc à l'échelle de la ville évidemment, donc c'est jamais des trucs fous, mais j'ai quand même, voilà, j'ai l'habitude de discuter sans aucun problème avec des entrepreneurs qui ont plutôt du succès dans la ville en question, et pour certains ils ont des entreprises dans le bâtiment, pour d'autres des entreprises dans l'immobilier, dans les matériaux électriques notamment, parce qu'il faut savoir qu'à Limoges, il y a Legrand et Schneider, c'est un peu les deux industries qui sont représentées sur ce territoire, qui représentent bien ce territoire. Et à l'époque, il y avait aussi tout ce qui était émail, porcelaine, etc. Et ça c'est un sujet qui va revenir, parce que tu vas comprendre ce que j'ai acheté et quel est le rapport avec. Et donc du coup, moi ces gens-là, je les vois dans un contexte où ils sont pas au boulot, quoi. Ils sont un peu en mode décontracte, vas-y que ça envoie du cocktail, ça envoie de la bouteille de champagne, ça retrouve son avocat, ça fait la fête, enfin voilà, c'est un peu l'ambiance du lieu. Et donc du coup, je comprends très vite que ce travail que j'ai, c'est vraiment pas le top pour arriver à grimper l'échelle sociale, mais par contre, quitte à être là, autant se servir de ce temps et des gens que je peux rencontrer au mieux. Donc du coup, j'ai compris qu'il fallait essayer de passer le plus de temps à discuter avec ces gens-là, entrepreneurs, investisseurs en immobilier, etc. Et donc du coup, chaque soir où j'ai l'opportunité de parler avec eux, j'essaye de tirer des informations. Au début, je ne sais pas comment m'y prendre. Je tatillonne un petit peu, je suis très indélicat avec mon vocabulaire. Et je comprends qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que ces gens-là, c'est des gens qui sont relativement cartésiens et qu'il faut leur poser des questions simples pour avoir des réponses simples.
Donc, je pose des questions autour de l'immobilier. C'est à cette époque-là, j'ai vraiment compris que, à mon avis, par rapport à là d'où je viens et ce que je vais être capable de faire sur le court et le moyen terme, ça passerait d'abord par l'immobilier et que l'entrepreneuriat pourrait venir plus tard. Donc, je pose des questions autour de l'immobilier. Je rencontre aussi beaucoup de marchands de biens. Et je comprends que le marchand de biens, c'est un peu le niveau au-dessus. C'est pas le boss de fin, mais c'est quand même c'est le niveau au-dessus dans l'immobilier. Et donc du coup, ces gens-là, ils ont énormément de savoir. C'est des gros malins, et c'est avec ces gens-là que je discute pour savoir ce qui serait intéressant de faire comme première acquisition. Et ils prêchent tous pour l'achat-revente à cette époque-là. Moi, j'étais pas convaincu, mais ils disent tous, écoute, si c'est ta première affaire, achète un truc, rénove-le, revends-le, tu ne seras pas taxé, tu vas faire tes premières dizaines de milliers d'euros, tu les auras dans ta poche et ça va te faire un bon capital de départ pour après acheter du locatif éventuellement ou faire des affaires un peu plus grosses et un peu plus professionnelles. Donc bon, j'écoute, j'essaye de mettre ça sur le papier, de coucher ça sur le papier et de me projeter sur des biens. Donc je fais beaucoup de visites et beaucoup de recherches à cette époque-là, donc on est en 2012. Et de par le biais des rencontres et notamment de mon ancien employeur, etc., qui avait énormément d'immobilier et aussi certainement beaucoup de dettes, je rencontre quelqu'un qui est vendeur de beaucoup de bâtiments, beaucoup de lots, que ce soit sur Limoges, la ville de Limoges, ou des communes aux alentours. Donc ce notable, qui a un statut social très élevé dans la communauté, et c'est à partir de ce moment-là où je peux plus trop rentrer dans le détail de qui il s'agit et de qu'est-ce que cette personne faisait et fait aujourd'hui. Et donc bref, cette personne, il se trouve que je la rencontre, je la vois de temps en temps, et cette personne me dit, écoute, oui, j'ai plusieurs trucs, je peux te faire visiter un truc que j'avais déjà visité, mais un peu en mode accompagnateur de quelqu'un qui avait un plus gros projet. J'avais déjà visité les lieux dans les grandes lignes, et là, je reviens sur place, et il s'agit d'un moulin. Ouais, un moulin. Mais pas un moulin comme tu l'imagines avec des grandes pales comme ça qui prennent le vent. Non, c'est un moulin à eau. Donc ça veut dire que c'est un moulin qui fonctionne sous forme qui fonctionne avec la pression de l'eau. Et c'est un truc c'est un truc d'ingénieur en fait, hein, mais c'est magnifique. Donc c'est un bâtiment qui est au bord d'une rivière. Il faut que tu imagines ça. C'est à 15 minutes de Limoges, du centre de Limoges, dans une ville assez connue et plutôt haut de gamme aux alentours de Limoges. Et donc du coup, c'est un ensemble de bâtiments qui représente un moulin, et donc tu pourras le googliser et tu le trouveras facilement. Ça s'appelle le moulin de fer, comme le matériau, hein, le fer, FER. Et ce moulin de fer, il est donc en vente, mais c'est un démembrement. Donc en fait, tout n'est pas en vente, une partie est en vente, et notamment lui, il veut vendre un bâtiment. Moi, à la base, je veux acheter un appartement, tu vois. Donc, je veux acheter un appartement, je vais acheter, donc du coup, un lot. Il me fait visiter plusieurs trucs. Dans tout ce que je visite, tout de suite, j'ai le coup de foudre pour un lot en particulier. Il me dit, alors là, c'est pas vraiment un lot, on a l'impression comme ça, mais en fait, tu vois, je viens de tomber ce mur-là. Il faut tout raccorder, mais en gros, ça, c'est deux lots. Si tu veux l'ensemble, on peut faire en sorte de vendre les deux lots. Mais il faut que tu t'imagines qu'il y a un mur, en fait, à cet endroit-là, et tu peux pas acheter juste un des deux lots. Moi, ça me convient pas, c'est trop petit, ça me fait pas rentrer assez de cash. Enfin voilà, lui, il avait aussi une contrainte de cash à rentrer dans sa SCI, donc il voulait absolument vendre les deux lots ensemble ou rien du tout. Voire même plus, il voulait vendre l'ensemble du bâtiment. Donc, il faut que tu imagines ces deux lots l'un à côté de l'autre, donc l'équivalent de 2 T2, des petits T2. Et au-dessus de cette surface-là, il y a un grand appart en mezzanine, et en dessous, il y a aussi un grand appart, mais en friche en fait. C'est même pas, donc du coup, en dessous, c'est au niveau rez-de-chaussée. Moi, je suis au niveau 1 en fait, si tu veux. D'ailleurs, c'est un niveau 1 qui est en réalité un niveau 0 parce qu'il est accessible via une passerelle pour les personnes handicapées. Et c'est vraiment, enfin bref, il y a plein de choses qui font le charme de cet endroit-là. Il y a notamment les accès, le bâtiment, la vieille pierre, l'aspect extérieur. C'est un bâtiment classé au monument de France, un bâtiment du XVIIe siècle. Je vais te lire après l'historique que j'ai ici avec moi. J'ai réouvert le dossier historique qui me provient directement de mon notaire. Et sur cette rivière, donc qui s'appelle l'Exette, sur cette rivière donne la terrasse des lots que j'ai été sur le point d'acheter. Donc 50 mètres carrés de terrasse, vue plongeante sur la rivière. Rivière avec à cet endroit-là un dénivelé pour créer de la pression, pour créer une arrivée d'eau plus forte, avec une espèce d'embouchure et comment on appelle ça, je vais le retrouver. Enfin bref, un mécanisme à l'ancienne avec une manivelle qui permettait de lever ou une écluse, voilà, ça me revient, une écluse, qui permettait de lever ou de descendre du coup cette écluse et donc du coup de contrôler la pression de l'eau. Enfin bref, un truc complètement incroyable. Moi, je suis sous le charme et je veux ce lot-là.
Donc les discussions avancent, c'est quand même assez long, ça prend plusieurs semaines. Euh, et, euh, et le vendeur me dit, moi je peux te le faire à ce prix-là, qui était aux alentours de 90 000 euros. Et moi je lui dis, bah, c'est trop cher, j'y arriverai pas. Il m'a dit, pour faire mieux, là je vais vraiment dans les grandes lignes, parce que ça sert à rien que tu connaisses le détail de tout ça. Mais en gros, dans les grandes lignes, il me dit, trouvez-moi des associés pour séparer ce bâtiment complet, donc c'est-à-dire acheter le lot au-dessus et le lot en dessous. Et donc ce bâtiment-là, on le sort de la copro et on crée une copro indépendante pour ces 3 appartements. Et je vous vends ça avec les places de parking. Et donc du coup, tout de suite, ça ressemble à une meilleure affaire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous vendre plus de mètres carrés. Je dis nous parce que tu vas comprendre qu'il y a des associés après. Il veut nous vendre plus de mètres carrés à un meilleur prix au mètre carré. Donc du coup, tu comprends bien que moi, ça m'arrange et ça va arranger les affaires aussi de mes associés plus tard. Donc du coup, je lui demande quel est le prix sur lequel on pourrait s'arranger. Et là commencent les choses un petit peu délicates parce que moi, je veux un prix et lui, il veut une solution en fait. Il veut un projet signé. Donc j'ai ni les associés ni le prix exact. Donc dans les deux cas, je suis bloqué parce que pour aller chercher des associés, il me faut un prix au mètre carré. Et lui, pour qu'il me donne un prix au mètre carré, il veut des associés. Et donc en fait, l'opération séduction, elle s'est faite avec des gens que tout le monde connaît. Donc ça s'est fait avec des amis à moi. Et du coup, ces amis, il fallait que dans le même temps, ce soit des gens que lui, il connaisse pour être rassuré. Donc je trouve ces associés. Je rentre pas dans le détail des associés aujourd'hui, c'est pas le moment. Et donc du coup, l'un des associés sur lequel avec les deux, j'ai été transparent dès le début, j'ai dit moi, si je veux y aller, c'est pour prendre le bien du milieu. Et là, je bluffe un peu en leur disant que vous veniez avec moi ou non, parce qu'en vrai, j'avais personne d'autre. Donc que vous veniez avec moi ou non, je le fais. Même si ça me coûte plus cher, je le fais. Au final, les discussions, donc je crois qu'on a fait 2 ou 3 rendez-vous pour se mettre d'accord, mais au final on se met d'accord. Il y a eu plusieurs visites, des contre-visites avec des experts du bâtiment notamment, etc. Parce que le bâtiment est du 17e, donc t'imagines l'état de la chose, il faut quand même être sûr que ça tienne debout. C'est en zone inondable évidemment parce qu'il y a une rivière. Il y a un passage d'eau sous le bâtiment parce qu'il y a un tunnel qui amène à une turbine pour activer le moulin, donc du coup t'imagines que c'est... Enfin voilà, il y a tout un tas de contraintes qui font que il y a du temps entre le début de la discussion et la négociation. Au final, l'un de ses amis achète le bas, moi j'achète au milieu les 2 lots pour en faire un grand appart magnifique, et au-dessus pareil, grand appart magnifique, c'est un ami qui l'achète. Du coup on achète en nom propre, en indivision donc du coup, et on sépare le bâtiment du reste de la copropriété. Au total je crois que c'est une copropriété sur laquelle il y a une 50aine ou une 60aine de logements. Donc du coup nous on en extrait 1, 2, 3, 4, 5 lots d'habitation plus 2 places de parking par appartement, donc 6 places de parking. Vraiment, l'opération se fait comme sur des roulettes à partir de ce moment-là, parce que c'était plus une histoire de banque, etc. Et au final, moi, de mon prix de départ, qui était de 90 000 euros, j'arrive à négocier à 72 500 euros pour moi. Ça s'est pas fait en un trait, je passe vite sur la négociation, parce que je ferai un épisode vraiment sur la négociation, qui parlera de tout ce que j'ai pu négocier jusqu'à présent, en 10 ans d'immobilier. Mais là, pour cet épisode-là. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'être tout seul, ça me permettait d'avoir un prix de 90 000 euros. Et le fait d'être à plusieurs, et donc du coup d'acheter plus de mètres carrés, ça m'a fait avoir ce bien à 72 500 euros, ce qui fait quand même une économie de 17 500 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même assez important en termes de négociation. Vraiment, le prix au mètre carré sur l'ensemble du projet a été massacré. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment des clics dans ma tête. J'ai vraiment tilté sur des choses. Et j'ai commencé vraiment à comprendre les mécanismes de l'immobilier avec ce genre de négociation et de projet. Donc bref, voilà, moi je fais ça. Pour mon ensemble de lots à moi, j'avais estimé aux alentours de 17 000 euros, 16-17 000 euros les travaux, sans les meubles. Donc me voilà à emprunter à la Société Générale 90 000 euros, plus les frais évidemment bancaires, donc 92 000 euros au total, pour mon premier projet immobilier, qui est en fait l'acquisition d'un moulin, enfin en tout cas une partie d'un moulin du XVIIe siècle, et ce juste par rapport à une histoire de contact, de discussion, de grattage d'informations, un peu en mode loupard, quoi, en mode agent secret. J'étais déguisé sous mon air de serveur barman dans ce bar.
En fait, en réalité, derrière se cachait un futur investisseur immobilier qui était avide d'informations et de tips quoi, pour pouvoir le faire. Donc là, j'ai l'acte, je fais un petit saut dans le temps, j'ai l'acte notarié, c'est une attestation donc comme quoi je suis propriétaire du lot 241-242. Bon, ça, c'est le numéro qui était valide sur le lieu dit. En réalité, c'est le lot 25 et le lot 26 du bâtiment D. Voilà, pour 72 500 euros. Effectivement, je me rends compte, et je m'en souvenais plus, que c'était acte en main. On n'a pas payé de frais de notaire sur cette opération. On les a pas payés parce que justement le fait de venir à plusieurs, ça donnait plus d'impact pour la rentrée d'argent sur la SCI du vendeur. Donc, du coup, il était OK pour prendre à sa charge les frais de notaire. Le notaire nous a fait passer tous les trois en même temps. Donc le coût total du rendez-vous, 1 heure. Dans la pièce, il y a le vendeur, les 3 acquéreurs et le notaire. Et le notaire, il fait passer les documents un par un. Il fait un seul compromis. Donc, il faut bien comprendre ça. Il n'y a eu qu'un seul compromis. Et le vendeur, lui, il se séparait de l'ensemble du bâtiment. Et ensuite, le notaire, lui, il dispatchait à qui appartenaient les lots. Donc, si tu veux que je développe un petit peu, là, j'ai l'historique qui me vient de mon notaire. Donc, il a été faire des recherches dans les archives de la ville. Donc on peut voir ici édifice datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle. À mon avis, c'est fin XVIIe parce qu'on a des photos qui peuvent, des photos dans le temps qui nous montrent que le bâtiment a évolué de telle et telle manière. Ça, c'est un expert qui a déterminé ça. Et donc lui, il pense que notamment les pierres ont été amenées ici. Ce ne sont pas des pierres du coin. Donc du coup, il pense que ça a été fait fin XVIIe. Il n'y a pas la date exacte de construction du bâtiment, c'est beaucoup trop ancien pour qu'on puisse la voir. Donc édifice datant du XVIIe ou du XVIIIe siècle, abrite d'abord une tréfilerie. 5 août 1727, vente du moulin de fer appartenant au maître tréfilier, Nicolas Aubéfion, aux frères Joseph et Gabriel Grelet demeurant à Limoges, dans l'état des fonds de 1741, décrit comme un moulin comportant une petite maison pour le maître, un jardin confrontant l'Exette, donc c'est la rivière, et une chènevière, je ne sais pas ce que c'est. Abrite par la suite un moulin à papier, un moulin à farine, puis en 1854, autorisation accordée à la veuve Perrier, donc là il y a eu un changement de propriétaire, et au sieur Robert d'installer un moulin à cailloux pour fabriquer de la pâte à porcelaine. Donc ouais, vraiment là c'est une autre génération, des nouveaux propriétaires. Puis en 1771, installation d'une cartonnerie à laquelle succède jusqu'en 1920 une usine d'effilochage de chiffon. Ensuite en juin 1880... Ah oui, pardon, c'était 1820 tout à l'heure. Usine d'effilochage de chiffon. Puis en 1880, vanne de décharge importée par les eaux. Ah oui, donc la vanne a été détruite et emportée par les eaux. À cette date, une centaine d'ouvriers travaillent au moulin. Donc ça abritait une centaine d'ouvriers quotidiennement, c'est incroyable. C'est un lieu chargé d'histoire, il faut vraiment le voir pour le croire. De 1924 à 1930, création d'une fabrique de pâtes, dite pâte alimentaire des Carmes. Donc ça, c'est une boîte de Limoges qui fabriquait qui avait la boutique et le siège social Place des Carmes. J'ai des photos de ça. Aux marques Optima et Stella. Donc démolition à une date inconnue de la maison du directeur et des écuries. Enfin, installation d'une usine d'épingles à cheveux. Donc il faut imaginer les épingles en métal là, que les femmes se mettent dans les cheveux pour les tenir bien plaqués. Démolition, non, c'est pas ça, usine d'épingles à cheveux. En 1992, donc un an après ma naissance, que je suis de 91, usine employant 26 personnes, dont 5 travaillent à domicile. Donc ça, c'est les personnes qui font les épingles. Et chargé du conditionnement. Transfert de cette usine dans la commune d'Isle à la fin de l'année 92. Donc 92, c'est la date de fin d'activité de ce moulin en qualité de moulin. Donc c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'utiliser la force de l'eau, donc la turbine qui est entraînée par la rivière. Ils ont arrêté d'utiliser en 1992 ce moulin d'un point de vue professionnel à ce moment-là. Et ils l'ont déplacé l'usine un petit peu plus en amont. Donc pas de l'Exette, mais de la Vienne, de la rivière qui traverse le département, donc c'est la Vienne. Ironie de l'histoire, j'ai une cousine, si jamais elle écoute ça, elle se reconnaîtra, ma cousine Stéphanie, qui a, dans ses jeunes années, quand elle a eu la vingtaine, elle a bossé pour cette entreprise qui a été délocalisée dans un autre bâtiment
qui est aussi un moulin à turbine dans la commune juste avant cette commune en question où se trouvait ce bâtiment. Donc voilà, très marrant de voir l'histoire défiler et à quel point ça peut toucher nos familles et nos vies. Voilà, l'immobilier, oui, c'est du capitalisme, pardon, c'est de l'accumulation de capital, de valeur, mais c'est aussi des lieux de vie, des lieux de travail. C'est des lieux importants et ça touche des familles. Voilà, il y avait une centaine de personnes qui bossaient dans ce moulin, donc pour moi c'est complètement incroyable. Bref, du coup ça c'est l'historique du bâtiment. Il faut imaginer vraiment un bâtiment industriel, donc c'est-à-dire mur en pierre, donc grosse pierre apparente, structure consolidée par du métal, hein, vraiment, donc des structures métalliques aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Il y avait des machines, j'imagine, très lourdes en fonte, en fer, qui étaient là pour créer tout ce dont le moulin a pu créer. Donc du coup, c'était extrêmement lourd. Et au milieu de l'appartement, moi, dans 2 pièces, il y avait des colonnes métalliques type Eiffel. Donc là, ça va te parler si tu vois ce que c'est un peu l'époque où on montait des espèces de colonnes. Et pour la rendre plus solide, on l'a cisaillée avec des morceaux de fer un peu plus petits comme ça, façon Eiffel, donc un peu comme la tour Eiffel, ou comme les ponts Eiffel par exemple. Et donc du coup, et ça c'était rouillé, mais ça donnait un cachet incroyable. Et donc du coup, ça on l'a conservé. Et avec avec un vernis transparent, donc incolore et inodore, on a pu le conserver en l'imbibant du produit. Et je sais qu'aujourd'hui c'est toujours en place. Les nouveaux propriétaires l'ont gardé. Mais enfin bref, c'était vraiment, donc il y a vraiment un cachet incroyable. Et puis cette terrasse que nous du coup, donc il y avait un bac acier qu'on a viré, on a refait l'étanchéité avec du goudron. Et par-dessus on a mis une terrasse sur plot, une terrasse en teck. Et vraiment on a fait un truc magnifique. C'était un lieu qui était déjà très séduisant avant que je l'achète. Et quand on l'a revendu, il a créé le coup de cœur chez nos acquéreurs. Donc là on passe à la partie qui est très intéressante pour toi si jamais tu te projettes sur ce genre de projet, d'achat-revente, enfin bon bref, peu importe. Mais en gros, nous ce qu'on a fait, c'est qu'en tout cas je vais parler pour ma part, donc pour mes 2 lots, donc on a réouvert encore plus les 2 lots pour vraiment créer un seul grand appartement. On a mis une cuisine magnifique on a fait venir du Portugal avec un plan de travail en marbre noir tacheté de blanc, donc à l'époque ça se faisait pas vraiment. Nous on a essayé de créer le coup de cœur, donc je me suis fait un peu aiguiller, un peu aider, hein. Toutes les idées viennent pas de moi, mais pour le choix du carrelage, pour le choix de la salle de bain, donc salle de bain on a mis une grande baignoire d'angle parce qu'on avait la place de le faire et qu'on s'était dit que c'était le bon compromis entre baignoire et douche. Magnifique meuble sous vasque en bois aussi en teck. Donc la cuisine, je t'ai dit, magnifique, toute blanche avec cette pierre en guise de plan de travail. Pour tous les meubles, ce qu'on a fait, c'est que en fait, j'avais un contact qui m'a dit il y a une vente aux enchères d'un magasin de chaussures de luxe en centre-ville de Limoges qui va fermer. Tu peux acheter tous les meubles ou une partie, etc. Donc du coup, j'ai acheté miroir, table, étagères, chaises, enfin tout un tas de choses que j'ai acheté là-bas et ça a apporté un cachet incroyable parce que c'est pas des meubles Ikea, quoi. Tu vois, c'est pas des meubles que tu vois c'est pas des meubles que tu vois tous les jours. Donc me voilà avec un appartement complètement refait, complètement décoré avec beaucoup de goût et une magnifique terrasse. Et donc du coup j'ai un super produit à vendre. Je le mets en vente via l'intermédiaire d'une agence immobilière qui est elle-même spécialisée dans les biens haut de gamme. Et donc du coup, donc je revends le bien quelques mois plus tard. Donc je t'épargne les détails vraiment, tout ce qui est administratif, peu importe, on s'en fout. Évidemment, il y a eu beaucoup de travaux, évidemment, il y a eu beaucoup de galères, évidemment, il y a eu beaucoup de contraintes. Mais j'ai su les gérer et c'est quelque chose qui m'a apporté énormément pour mes futurs projets. Donc quelles seraient les conclusions, en tout cas les leçons qu'on pourrait tirer de ce premier investissement que j'ai fait il y a 10 ans déjà? Je dirais qu'il y a 3 points importants. Le premier, c'est que dès le début, en fait, je me suis associé avec des gens. C'était sous la contrainte parce que c'était la contrainte économique, c'était pour que je puisse emprunter tout autant d'argent, mais pour faire quelque chose de mieux, pour arriver du coup à mes 90 000 euros, mais avec l'enveloppe travaux, sinon j'aurais dépassé les 100 000 euros, et moi ma banque elle me prêtait pas plus de 100 000 euros.
Donc l'association m'a permis d'obtenir mon objectif. Et en même temps, j'ai fait croquer 2 amis qui se sont bien gavés aussi au passage, hein. Donc tout le monde a croqué. Et j'ai compris la force du coup de l'association. Alors après, ça c'est un autre sujet, hein, on pourra en parler. J'ai prévu d'en parler dans les prochains épisodes avec un autre associé, un associé actuel. Les associations, c'est un peu comme le mariage. Euh, euh, Dans le sens où tu peux pas, tu vois, si tu te mets avec une personne, tu vas pas la demander en mariage dès le deuxième jour ou dès la deuxième semaine. Donc je pense que pour s'associer, il faut vraiment connaître la personne, il faut la pratiquer depuis plusieurs années. Je dis pas que 10 ans, 15 ans, 20 ans sont nécessaires, mais les associations, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Pour ma part, ça a bien commencé, ça s'est pas forcément bien terminé à chaque fois. Mais je pense que l'association, voilà, c'est comme un mariage. Il faut faire attention, il faut se dire les choses dès le début, il faut un contrat, et ça peut très bien se passer. Donc le premier point, c'est le pouvoir de l'association qui permet d'obtenir des objectifs euh, assez impressionnants. Le deuxième point, c'est que à défaut de savoir dans quoi je mettais mes pieds, ben, je me suis engagé euh, dans un projet avec de gros enjeux. Au final, j'étais parti pour faire mon premier achat d'appartement et je me retrouve à sortir un bâtiment complet d'une copropriété pour faire de l'indivision sur 4 lots. Sur un lieu qui est potentiellement à risque et c'est un bâtiment qui est classé au patrimoine historique, quoi. Donc, euh, donc en fait, c'était un projet avec de gros enjeux, mais juste je m'en rendais pas compte. Par exemple, je me rappelle que j'ai dû faire passer le consuel, tu vois, j'ouvre une parenthèse là. Le consuel, c'est quand tu fais d'énormes travaux d'électricité, pour ne pas dire tout refaire, hein. Donc on a vraiment absolument tout refait, en tout cas sur mon lot, sur mes lots. Et du coup, on a dû condamner un compteur, parce que du coup, il y avait 2 appartements, on en a fait qu'un seul, donc on a condamné un compteur. Il a fallu mettre en place des manchons, sauf qu'on s'est fait rebooter une première fois au consuel parce que les manchons n'étaient pas au bon endroit. On nous a même sommé de retirer les manchons et de trouver une autre solution, que c'était interdit, etc. Si t'es un peu de la partie en réno et que t'as déjà entendu ce terme-là, tu sais très bien de quoi je parle. Euh, donc voilà, réussir à faire passer le consuel, donc faire des grosses modifications après travaux, faire des trous faire des trous dans le placo tout neuf qui est juste fini d'être peint pour rattraper l'électricité, etc. Enfin bon, vraiment des enjeux assez importants. Et au final, le fait de pas savoir le stress que ça aurait pu générer, bah, je me suis juste lancé, je l'ai fait, et puis au final, on survit, quoi. On survit. Troisième pardon, point que je pourrais noter, c'est accepter la contrainte technique. Normalement, il y avait beaucoup de choses qui étaient des contraintes techniques et avec lesquelles on avait juste, tu vois, on ne pouvait pas, par exemple, les colonnes, on aurait pu penser que c'était des contraintes techniques, mais tu pouvais pas les raser, quoi. Tu peux pas les supprimer pour faire une colonne en, en pierre, tu vois, ou je sais pas, tu vois, vraiment, il y avait tout un tas de contraintes. Il y avait 2 portes, du coup, parce que moi, c'était 2 appartements, donc 2 portes. Donc le fait de devoir condamner une porte, mais uniquement par l'intérieur, parce que c'est un bâtiment classé, donc t'as pas le droit de toucher à l'extérieur. Ça, c'était une contrainte. Bah, je te donne la petite info, mais nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est on a monté un mur en placo, donc sur rail, juste derrière la porte. Donc la porte, on l'a condamnée par l'intérieur. Et du coup, ce renfoncement à l'endroit de la porte, on en a fait une penderie, tu vois. Penderie qu'on a elle-même dissimulée derrière un rideau. Donc au final, tu vois, tu trouves toujours des solutions. Il y a vraiment donc des contraintes, que ce soit sur le montage du dossier, des contraintes financières, des contraintes de montage, des contraintes même avec la banque, hein. La banque, elle nous a closé, autant te le dire tout de suite, hein. Moi, c'était il y a 10 ans et je me suis fait closer sur un truc à 2,15, je crois, avec taux variable. Ça devait être 1,95. Donc assurance comprise, on était ouais, quelque chose à peu près à 2,15 ou peut-être 2,20 de taux nominal. Plus le fait que le crédit était, il pouvait bouger de plus ou moins 1%. Autant te dire qu'il va jamais en dessous, il va toujours au-dessus. Donc taux variable, à l'époque ça se faisait encore beaucoup. Après ça a complètement disparu pendant 10 ans et là en septembre 2022 on recommence à en entendre parler. Tu vois, les banques elles essayent de te closer sur ce genre de choses. Au final, j'ai pas vu le taux augmenter, j'ai pas eu le temps parce que je m'en suis séparé assez vite du bien. Donc voilà le genre de contrainte. Aussi le fait que l'appartement avait un cachet naturel tellement élevé en fait que le fait de mettre des meubles par exemple bas de gamme, ça aurait dénoté.
Et donc du coup, il a fallu mettre plus de budget. Donc du coup, j'ai 10 000 euros qui sont partis en meubles et en décoration, en tableau, en piano. Enfin voilà, vraiment, juste j'ai fait les choses en grand. Dans l'entrée, il y avait un piano, c'était magnifique. La chambre, elle était tellement grande, on y a fait un dressing. Moi, j'ai passé quelques nuits dans l'appartement quand je suis rentré d'Angleterre. Autant te dire que ça résonnait, hein. Pourtant, il y avait les meubles, hein. Mais c'était vraiment, c'est un lieu. Enfin voilà, c'était un lieu assez magique et il a fallu mettre des meubles et de la décoration à la hauteur de ça. Donc c'est une contrainte parce que financièrement, c'est plus d'argent à mettre en place. Voilà, il y avait tout un tas de contraintes. Il a fallu refaire l'étanchéité de la terrasse parce que il y avait des fuites quand il pleuvait. Et il pleut souvent là-bas. Il pleuvait dans le logement du dessous, donc évidemment euh, ça coûte plus cher de faire une terrasse goudronnée, hein, et ensuite une terrasse sur peau par-dessus les feuilles de goudron. Il y a vraiment tout un tas de contraintes et au final le fait de les accepter, de les digérer à chaud et juste de passer à autre chose, de te dire ok bon ça on va trouver une solution, on met en place les solutions, c'est quoi la prochaine étape? Vraiment moi c'est un état d'esprit que je conseille d'avoir dans l'immobilier mais dans n'importe quel type d'entrepreneuriat, c'est le fait de prendre beaucoup de décisions et de les prendre vite. Dans le sens où plus tu prends de décisions, plus tu as de chances de prendre de bonnes décisions. Parce que tu vas t'aguerrir au fait de prendre des décisions, et avec le temps, tu vois, c'est à force de faire que tu parfais. Et donc du coup, il y a forcément des choses qu'on a mal fait, mais il y a aussi beaucoup de choses tu vois, par exemple, juste, je me rappelle d'un truc, une décision sur laquelle je pense on a mal fait. Il y a, lors des travaux, je sais pas comment on s'est débrouillé, il y a une baie vitrée qu'on a cassée. C'était le double vitrage, c'était déjà neuf. On l'a cassé, bref, il y a un truc qui a touché la baie vitrée, ça l'a pété. Bon. Et là, on a fait appel à une entreprise qui a pignon sur rue qui nous a fait un devis. Visiblement, on avait quelqu'un chez eux, donc on a eu une réduction, mais le devis était quand même hyper salé. Et la porte-fenêtre, pour faire du sur-mesure, il fallait attendre, si je dis pas de bêtises, 2 mois pour l'avoir. Enfin bref, ça nous a plombé le chantier, etc. Et vu qu'il faisait froid, le gel rentrait à l'intérieur. Enfin vraiment, tout un tas de galères. Et visiblement, après, avec le temps, donc au total, moi, à ce jour, j'ai aidé à monter 16 projets, que ce soit les miens ou ceux des autres. Donc j'ai développé 16 projets immobiliers. Et avec le temps, je sais maintenant que par exemple, cette fenêtre, on aurait pu refaire juste le battant et non pas la fenêtre entière. Donc ça, je l'ai su qu'après. On aurait pu faire refaire juste le battant ou les vitres du battant parce que la structure n'était pas abîmée, c'était juste vraiment le verre. Ou encore mieux, si on voulait être plus rapide, on aurait pu déposer cette fenêtre et prendre quelque chose de pas sur mesure, tout simplement en refermant par le haut. Donc en fait, on aurait pris une fenêtre qui était un poil plus petit, quelque chose qui était genre 5 cm plus petit, et on aurait fini la structure en haut de la fenêtre avec des matériaux type bois, Cyporex, enfin voilà, on aurait pu le faire et créer une étanchéité autour de la fenêtre sans aucun problème, et on aurait réglé le problème en une semaine en fait. Ça, c'est des choses que je ne savais pas à l'époque. Donc voilà, donc c'était un exemple parmi tant d'autres. Au final, voilà comment j'ai fait mes premiers 50 000 euros, parce qu'au final, ça c'est l'enveloppe travaux finie, ça m'a coûté du coup 92 000 euros. Et j'ai revendu net vendeur 152 800 euros. 152 800 euros, on a trouvé un couple qui ont eu le coup de cœur, qui cherchaient pas du tout sur la commune, ils voulaient vivre sur Limoges Centre. Au final, ils ont eu vraiment le coup de cœur comme tout un tas d'autres personnes. On a eu plusieurs offres, mais c'est celle-ci qui a été au bout. C'est eux qui avaient le meilleur dossier qui était finançable, etc. Et donc du coup, si tu fais les maths, tu te dis que il y a pas 52 000 euros, mais bien 62 000 euros. Oui, mais il faut que tu te rappelles que moi j'avais sorti de ma poche 10 000 euros pour faire tout ce qui était meubles, décoration, enfin voilà, payer des gens pour faire des trucs, des bricoles. Donc au final, j'en ai mis quand même un petit peu de ma poche. Donc j'étais en net, il restait vraiment 50 000 balles. Donc il y a 10 ans, j'ai fait mes premiers 50 000 euros comme ça en immobilier, ce qui m'a permis de rebondir sur 2 nouveaux projets derrière que j'ai pu financer en propre. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport au moment où la vente, l'acte authentique s'est fait, donc pas le compromis, parce que pour le compromis, j'étais pas là, j'ai fait une dérogation pour que quelqu'un puisse signer à ma place. Et moi, j'étais présent pour l'acte authentique. Lors de l'acte authentique, l'acheteur, en fait, je pense qu'il voulait revenir en arrière, mais il l'a pas fait.
Il voulait revenir en arrière. Pourquoi? Parce que il a entre-temps, il a appris le prix d'achat. Et je pense que ça lui faisait mal en fait que je fasse 50K sur une opération. Je pense que même pour lui, il pensait que c'était pas possible. Et donc du coup, le fait que moi, ça m'arrive alors que j'étais plus jeune que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui est un peu connu sur le département, de par son métier et de par voilà, la personne qu'il est, il était assez connu. Je pense que ça lui a fait mal. Et du coup, il a chipoté sur tout un tas de trucs. Par exemple, il y avait un parasol qui était censé être fourni dans la liste des meubles, parce que j'ai vendu le bien meublé. Il y avait un parasol à l'extérieur, mais il y a eu un coup de vent ou un truc ou un épisode vraiment tempétueux. Et donc, du coup, le parasol a été cassé visiblement. Je sais pas. Vraiment, le coût du parasol, c'est 70 balles, quoi, peut-être 100 balles. Et donc, il a fait une petite crise devant le notaire pour ça. Voilà, donc il voulait un chèque du coût du montant du parasol pour être sûr, parce que sinon il croyait pas qu'on allait le rembourser, qu'on allait changer le parasol, enfin bref. Donc un appartement incroyable, mon premier gros retour sur investissement, ma première expérience, mes premiers associés, mon premier projet. C'était un petit peu l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions par rapport à ça, tu peux toujours me les poser en DM sur Instagram à Chronique Immo Podcast. C'est le nom de l'Instagram. D'ailleurs, on répond toutes les semaines à une question d'un auditeur. Et là, on va répondre à la question de Paco Rabin. Paco-Rabin, Insta. Je tiens à préciser que j'ai adoré ton pseudo, Paco. Paco Rabin. Paco qui nous dit je suis pas encore investisseur, mais avec les conseils, je devrais me lancer rapidement. Avec le Covid et la crise actuelle, que penses-tu des colocations par rapport à ce mode d'exploitation? Alors je pense qu'il manque un mot, ou alors tu veux juste me demander qu'est-ce que je pense du mode d'exploitation. Du coup, Paco, moi je pense que c'est un mode d'exploitation qui est très avantageux à beaucoup d'égards. Déjà, si c'est ton premier investissement, c'est ce que je comprends dans ton message, ça va te permettre d'atteindre peut-être un objectif de rentabilité pumpé un peu plus important qu'une exploitation classique, dans le sens où tu vas diviser ton risque sur plusieurs locataires, donc un locataire par chambre, et généralement quand on loue une surface plus petite pour une personne, à savoir juste une chambre et sa salle de bain et un espace partagé, mais on loue plus cher au mètre carré. Du coup, tu vas être plus rentable à mon avis à faire de la coloc. Et en termes de mode d'exploitation, si c'est ton premier et que tu es en LMNP, ça va te permettre de ne pas payer d'impôts sur tes bénéfices, parce que normalement tu es censé faire beaucoup de travaux pour arriver à avoir une coloc, te créer de la charge en faisant des travaux pour avoir une coloc rentable et ne pas payer d'impôts sur ce fameux cash flow que tu vas faire, ce bon gros cash flow qu'on aime tant, parce qu'au final il n'y a que ça d'important. Voilà, j'espère que cette réponse te convient. Moi, j'ai rien du tout contre la colocation. J'ai mon associé qui en fait beaucoup. Je ne suis pas exposé à titre personnel, les gens le savent. Mais je ne ferme pas la porte. Il est très probable que sur un des projets qui est en cours de construction en ce moment, ça puisse être exploité en colocation. Donc possible aussi que je m'expose là-dessus bientôt. Donc voilà. Concernant la recommandation de la semaine, moi je voulais juste recommander un livre que j'ai relu en fait. J'avais déjà lu il y a quelques années. C'est un livre qui est sorti en 2016. C'est le livre Xavier Niel, La Voix du pirate. Donc c'est la biographie de Xavier Niel, donc fondateur de Free, PDG de Iliad. Et donc c'est un super bouquin. Il y a énormément de choses à apprendre. Donc une fois n'est pas coutume, c'est pas un livre immobilier, et pourtant il y a des histoires d'immobilier assez incroyables à l'intérieur. Il y a beaucoup à apprendre de ces grands entrepreneurs, surtout par rapport à leur vision et la façon dont ils prennent des décisions. Tu sais, tout à l'heure je te parlais de prendre un maximum de décisions, d'essayer de les prendre vite pour prendre des meilleures décisions, et tu verras que sur 100 décisions il y en aura peut-être 70 de bonnes, ou 80, et au final si tu arrives à un 20-80, c'est très bien, parce que tu es toujours gagnant. C'est un peu comme la bourse et le DCA sur le long terme, tu es toujours gagnant. Donc ouais, Xavier Niel, La Voix du pirate, je te mettrai le lien en description, vraiment un super bouquin. Voilà pour l'épisode de la semaine, et je te dis à lundi prochain. Salut!